Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté relatif à la thématique de la fin de vie qui s'intitule « Je peux dire aujourd'hui ce que je veux pour demain » et donc qui traitera des questions que vous vous posez à propos des directives anticipées. Alors, je vous précise tout de suite, c'est souvent demandé dans les premières minutes dans le chat des webinaires. Donc oui, ce webinaire, il est enregistré. Le replay sera disponible dans quelques jours sur le site internet de l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté. On a une page dédiée à la fin de vie. Et pour ceux qui ne le savent pas et que ça peut intéresser, sachez qu'un premier webinaire d'information générale sur la fin de vie a eu lieu le 24 novembre dernier et le replay est déjà disponible sur le site, pareil, à la page fin de vie. Alors, on ne va pas perdre de temps, je vais tout de suite présenter donc, nos intervenants de ce soir et les remercier vraiment chaleureusement pour leur participation. Donc, on a avec nous le docteur Elisabeth Batty, qui est médecin à l'unité de soins palliatifs au CHU de Besançon. Et on a le docteur Christophe Deveau, qui est médecin à l'unité de soins palliatifs au CHU de Dijon. Ah. Ah. On ne t'entend plus, Aurélie. On n'entend plus Aurélie. Aurélie, on ne t'entend plus. C'est passé, bizarre. Vous ne m'entendiez plus. Ça y est, voilà. Ça y est, tu es revenu. J'ai un souci à chaque fois de connexion. Désolée par avance. Alors, j'en étais où? Je vous présentais Christophe et Elisabeth. Oui, c'est ça, ça y est, voilà. C'est bon. Vous avez fini? J'étais à Sandra. OK. Donc, le docteur Sandra Frache, donc, qui va animer avec moi ce soir donc ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Geng, la coordinatrice de l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Dans un premier temps, donc, je vais poser donc, à nos deux intervenants les questions que certains d'entre vous ont posées au moment en fait, de leur inscription. Et on a fait une sélection de ces questions qui étaient nombreuses. Et puis, en parallèle, le docteur Frache va transmettre donc à Christophe et Elisabeth les questions que vous pouvez vous poser là, en direct, dans l'espace QR qui se trouve en bas de votre écran, à gauche, je crois. Et puis, alors, si on a le temps, dans la deuxième partie, on verra en fonction des échanges, mais peut-être dans la deuxième partie du webinaire, nos intervenants ils pourront synthétiser ce qui aurait été dit par le biais d'une courte présentation PowerPoint que vous pourrez retrouver sur le site de l'espace éthique. Quel est lieu ou pas cette présentation lors du webinaire? Le diaporama sera de toute façon dispo sur le site. Alors, donc c'est parti. Donc, il y a eu de nombreuses questions, majoritairement des questions très concrètes, très pratico-pratiques, d'autres un peu plus générales et ciblées. Déjà, Elisabeth, Christophe, la plupart de nos participants s'interrogent sur la définition des directives anticipées. Qu'est-ce que sont les directives anticipées? Comment on les définit? Quelle différence fait-on avec la personne de confiance ou encore la personne référente ou la personne à contacter en situation d'urgence? Tu veux que je commence, Christophe? Bah, écoute, vas-y, commence, puis je compléterai si besoin. OK. Je ne suis pas sûr. Si, sans doute. Les directives anticipées, finalement, elles ont vu le jour en 2005 dans la loi Leonetti, puis elles se sont précisées en 2016, elles se sont affinées dans ce qu'on appelle la loi Claes-Leonetti. Finalement, cette directive anticipée, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous, finalement, de pouvoir exprimer nos volontés sur notre fin de vie. Pour pouvoir, en tout cas, les faire valoir, si à un moment donné, on n'est plus en mesure, en capacité de pouvoir s'exprimer pour nous-mêmes. Voilà. Alors, finalement, ces directives anticipées, elles nous concernent tous. On les voit différemment si on est sujet sain au moment où on les rédige ou si on est atteint d'une maladie
grave qui peut mettre en jeu un jour ou l'autre notre vie, et du coup elle se rédige sensiblement de manière un petit peu différente en fonction de si on est sujet sain ou sujet malade. On y reviendra sans doute par la suite. Finalement, chacun d'entre nous, je dis, peut les rédiger. En tout cas, il faut être personne adulte. Voilà, ça c'est précisé par la loi. Et merci. Les enfants, effectivement, ne peuvent pas rédiger de directives anticipées. Ouais. À quoi elles servent? En fait, elles doivent permettre aux équipes médicales qui vont nous prendre en charge à un moment donné où on est en situation de fin de vie, on parle de fin de vie dans les directives anticipées, en ce qui concerne soit la poursuite, soit la limitation, soit l'arrêt, soit le refus de la mise en place de traitements, investigations, actes médicaux. Quand je dis investigation, c'est des examens qui peuvent être plus ou moins lourds pour le patient. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on rédige sur un papier ou de manière informatisée. Je sais qu'on va revenir sur comment on les rédige, donc je ne m'arrête pas là. On les rédige à un moment donné, on les date, elles sont valables tout le long de notre vie, mais on a le droit de les réviser, de les revoir, de les corriger chaque fois qu'on le veut. Voilà. Ces directives anticipées, depuis la loi de 2016, elles sont contraignantes. On dit ça, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux médecins et aux équipes soignantes, sauf dans 2 cas de figure, mais je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus précisément plus tard, soit en situation d'urgence, c'est-à-dire le temps que le médecin évalue la situation médicale du patient, prenne connaissance des directives s'il y en a, évalue la situation pour voir si elles sont correctes ou pas, ou bien si ces directives anticipées paraissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Parfois, on lit des directives qui ne collent pas du tout à ce qui peut être réalisable par la médecine, et à ce moment-là, les directives tombent. Voilà pour la définition, je dirais. Christophe, peut-être tu as des choses, à ajouter. Tu as dit largement l'essentiel. Je crois que moi, je pointerais simplement pour appuyer sur ce que tu viens de présenter, qu'il s'agit bien d'un document qui va être rédigé par tout un chacun. Ça concerne effectivement, comme tu l'as dit, nous tous les citoyens. Dans le terme directive anticipée, moi j'appuie volontiers sur le terme d'anticipation. Au fond, c'est cette possibilité réglementaire qui nous est offerte à tous, donc a été définie parce que il y avait utilité à un moment donné d'estimer que quand on n'a plus les moyens de communiquer, de transmettre ses souhaits relatifs à effectivement sa fin de vie, à des soins qui pourraient nous être possiblement imposés, mais à ce moment-là, on peut le formuler de manière donc anticipée pour exprimer simplement un souhait. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là, au fond, dans l'évolution des législations, c'est un petit peu là-dessus qu'on a voulu marquer les choses, de pouvoir entendre, recueillir la voix d'une personne qui, en effet, peut être saine ou malade, mais en tout cas de pouvoir nommer et écrire donc un document dans lequel on va retrouver des souhaits. C'est vraiment la notion d'expression, c'est l'expression d'une volonté. Voilà. Et ce contenu, il est relativement libre. Je pense qu'on pourra un peu redire après qu'est-ce qu'on met dans ces directives, de quoi s'agit-il. Alors Aurélie, on n'a pas répondu à la question, la deuxième partie de ta question, qui était quelle différence, je ne sais plus, tu l'as formulée comme ça, quelle différence avec la personne de confiance, la personne référente, la personne à prévenir. Alors, c'est une notion différente qui, elle aussi, finalement, se retrouve dans la même loi que celle des directives anticipées. C'est vraiment différent. La personne à contacter en cas de situation d'urgence, c'est un numéro de téléphone qui va répondre quand on a besoin d'informer un proche de n'importe quoi, d'ailleurs, concernant une aggravation d'un état de santé ou de choses tout à fait particulières. Je crois que dans la personne référente, tu as parlé de personnes référentes, j'aurais tendance à dire à ce moment-là peut-être quelqu'un qui peut nous donner des éléments de connaissance de la personne malade. Voilà. Par contre, la personne de confiance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Une personne de confiance, c'est quelqu'un qu'un patient va nommer comme sa personne de confiance. Il n'y en a qu'une
malgré le fait que parfois certains patients cherchent à en mettre plusieurs pour ne pas décevoir leurs proches, mais en réalité, il faut en choisir une. À quoi elle sert? Elle sert finalement à pouvoir transmettre aux médecins et aux équipes soignantes qui prennent en charge un patient qui, à un moment donné, là encore, ne pourrait plus s'exprimer pour lui-même. Il doit pouvoir expliquer ce qu'aurait pensé et ce qu'aurait exprimé le patient lui-même. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à une personne de confiance de choisir, de trancher dans des choix thérapeutiques, mais plutôt de raconter le patient qui l'accompagne, de dire ce qu'il aurait souhaité ou pas souhaité dans cette situation-là, de s'exprimer pour lui, en fait. Voilà. Alors ça, c'est en cas où on ne peut plus s'exprimer. Il peut avoir un rôle avant, un rôle d'accompagnant dans les entretiens, par exemple, médicaux tout au long de la maladie, pour arriver à comprendre la situation, accompagner. Ce n'est pas quelqu'un qui a accès au dossier médical sans l'accord, enfin sans la présence de la personne malade. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a toute connaissance, mais qui en tout cas peut accompagner à la demande du patient durant tout son parcours médical. Voilà, peut-être j'ai oublié des choses, Christophe. Non, mais écoute, voilà, tu mettais... L'un est un texte ou un écrit, quelques phrases, des choses simples d'ailleurs, on va le voir, rédigé par le patient. L'autre aspect de la personne de confiance, c'est une désignation. C'est toujours la personne malade qui fait cette démarche, mais les deux éléments, on peut dire qu'ils se complètent. Et d'ailleurs, on associe souvent les deux, d'ailleurs, hein, dans cette démarche-là de pouvoir faire valoir ses souhaits. C'est deux domaines complémentaires, là encore, et ce n'est pas très étonnant parce qu'au fond, ce qui a guidé le législateur, c'est vraiment de chercher le plus loin possible la parole propre du malade. Il faut bien se souvenir un peu dans l'histoire, c'est que à partir des années 2000, on a pris un peu plus la mesure qu'auparavant, que quand les personnes malades ne sont plus en capacité d'exprimer, pour quelque raison que ce soit, eh bien, il y a nécessité d'aller chercher, au fond, quelles sont leurs propres motivations, leurs propres souhaits. Et la loi donc, a offert sur deux champs, la rédaction préalable, anticipée, et la désignation de personnes de confiance. C'est vraiment deux dimensions très, 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 très proches. Mais tu as bien fait de dire, Elisabeth, que, et c'est très mal connu, au fond, ça aussi, la personne de confiance, on a l'impression qu'elle est dépositeur de tout ce qui doit être décidé pour le malade. Non. D'après la loi, la personne de confiance, elle est porte-parole. Elle doit donner la voix du malade, pas la sienne. Et ça, souvent, c'est un peu méconnu ou c'est peut-être pas suffisamment dit. Je crois que c'est important que chacun comprenne bien que c'est que cette personne est d'ailleurs désignée par le malade. On est bien toujours sous le registre des souhaits du malade, pas de quelqu'un d'autre. Et la chronologie, au fond, de ce qui va venir un petit peu s'imposer, un peu au moins moralement, humainement, quand on est du côté des professionnels, c'est de vérifier, s'il y a des directives anticipées qui ont été rédigées, on est bien en phase très directe avec le choix du malade, et en deux, si cette personne de confiance est désignée. L'entourage familial, les proches, etc., qui parfois se revendiquent proches, ne viennent en quelque sorte qu'en troisième position, quatrième position. Oui, tu as raison de préciser qu'il y a quand même une espèce de hiérarchie de la parole du malade, puisque tout à l'heure, je disais que les directives anticipées étaient contraignantes, c'est-à-dire qu'elles imposent le respect, le médecin doit respecter ces directives anticipées. Donc ça, c'est le premier niveau. La personne de confiance et ce qu'elle va transmettre de la personne malade aux professionnels de santé ne vient qu'en dessous, un cran en dessous des directives anticipées. On va d'abord regarder les directives anticipées qui sont la parole vraie du malade à un moment où il pouvait la donner. Ensuite, s'il n'y a pas de directive anticipée, et même s'il y en a, mais on va aller entendre la personne de confiance, puis tu le disais, la famille, les proches. Il y a quelque chose qu'on n'a pas… Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est ça, oui. Et les autres derrière, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé pour qui peut être personne de confiance. D'abord, on doit accepter ou refuser d'être personne de confiance. Enfin, c'est quelque chose qui se valide dans les deux sens. Et ça n'est pas forcément le mari, le conjoint, un enfant. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille. Vous avez le droit de choisir ça. Vous pouvez choisir un proche, un ami ou
ou un soignant, votre médecin traitant, par exemple, est parfois désigné comme personne de confiance. Il n'y a pas de... Ça n'est pas nommément quelqu'un de la famille, on fait le choix qu'on souhaite, quoi. Voilà. Et je rebondis tout de suite avant de passer au contenu, parce qu'il faut qu'on avance, mais il y avait une question dans les limites. Moi aussi, je vais un peu plus vite que ce qui était prévu en vous entendant parler de personnes de confiance. Quelqu'un a posé cette question en disant, mais finalement, n'est-ce pas plus intéressant de discuter avec une personne de confiance qui sera en temps presque réel, mais dernière volonté, plutôt finalement que de rédiger des directives anticipées? Ça ne répond pas aux mêmes situations, on va dire. C'est-à-dire que si on considère, enfin, si on estime qu'on sera suffisamment en capacité de faire valoir voilà, des choix, des intentions, tout ça, encore une fois, c'est important de dire que tout ça n'est pas obligatoire aussi. Peut-être qu'on le redira à un autre moment, mais donc voilà, c'est au fond une invitation, une incitation qui nous est offerte par voie réglementaire de pouvoir exprimer ces choix. L'un ou l'autre, ou les deux, peuvent être donc voilà, utilisés par tout un chacun, encore une fois. Mais on n'est pas dans le même cas de figure. En directive anticipée, elles répondent bien à cette hypothèse qu'on n'a plus du tout de capacité. On est dans le coma, où on a trop de perturbations comme ça, cérébrales, on perd ses moyens. Et à ce moment-là, on va dire, voilà, moi, je vais écrire tout ça. Au moins, ce sera plus clair. Mais on peut considérer, on voit très bien ça dans le champ de la gériatrie, par exemple, des personnes qui sont ou même simplement voilà, qui ont perdu un peu de leur capacité à comprendre parfois ce que le corps médical explique. Hein, c'est bien connu, les médecins, ils parlent trop vite, avec des termes trop techniques. Et au fond, un malade peut très bien dire, écoute, viens, toi tu m'accompagnes, tu es mon voisin, mon proche, mon conjoint, mes enfants, accompagne-moi aux consultations, comme ça tu pourras aussi entendre ce que le docteur aura dit. Voilà, ça c'est un petit peu l'état d'esprit de la personne de confiance. C'est un tiers digne de confiance, on va dire, en qui le malade, auprès de qui il souhaite pouvoir être accompagné. Okay. Je rajouterais, en tant que professionnel qui accompagne des gens en situation de fin de vie, que, alors on voit bien hein, dans toutes les questions qui ont été posées, rédiger des directives anticipées, ça paraît être quelque chose de compliqué à faire. Et du coup, on peut se dire aussi que pour la personne de confiance, ce n'est pas un rôle si simple que ça. Et que dans des situations de grande vulnérabilité, finalement, parce que quand on ne peut plus s'exprimer pour soi-même, c'est que la situation clinique est sévère. Et du coup, c'est parfois difficile d'être le porte-parole de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et je pense qu'associer les deux, en tout cas, c'est pas mal quand même. Voilà. Très bien, merci. Donc on vient… Une toute petite chose, je pense que ce qui pour appuyer là, ce que tu dis, Elisabeth, c'est que de fait, c'est peut-être intéressant d'inciter le malade. On le fait, là aussi, on ne le fait pas beaucoup. Un malade qui dit, voilà, ma personne de confiance, c'est mon conjoint, mes enfants. Allez chercher à ce moment-là, si c'est possible, hein, aussi l'information sur laquelle est-ce que ce malade il a explicité ce que c'est, ou peut-être aller interroger la personne de confiance elle-même, est-ce qu'elle a bien compris son rôle? Ça pourrait au fond être un petit temps qui ne serait pas du tout inutile pour vérifier que voilà, il n'y a pas peut-être quelqu'un qui s'auto-définit personne de confiance. Enfin, c'est des questions difficiles parce qu'on est quand même dans un champ très, très relationnel et au fond, cette question de la confiance, elle ne va pas de soi là aussi. Donc, pour être sûr d'être dans la philosophie de la loi, on va dire. Donc, on passe cette partie définition. Vous avez été très clair, merci. Il y a eu de nombreuses questions relatives au contenu de ces directives anticipées. Vous l'avez un petit peu abordé là, mais finalement, les questions, c'est que mettre dedans? Existe-t-il des modèles? Comment est-ce qu'on les rédige? Est-ce qu'il y a besoin qu'elles soient complétées par un document, un petit projet de fin de vie? Peut-être je vous laisse déjà répondre à ces premières questions de contenu et je poursuivrai après parce qu'il y en a d'autres à ce sujet.
Alors, vas-y, non, comme tu veux. Des documents, il en existe effectivement, on en trouve sur la toile de manière diverse et variée, elles ne se valent pas toutes quand même. On peut retrouver un support porté par la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui renvoie à un document élaboré par le ministère de la Santé. Je dirais que c'est peut-être celui qui est le moins mal écrit, en tout cas, qui est peut-être celui qui guide le mieux. Alors, il y a deux parties. Soit on est atteint d'une maladie grave et du coup, il existe des chapitres dans lesquels on nomme ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas, ce que l'on redoute, quelles sont nos convictions. Est-ce qu'on veut être soutenu sur de la respiration artificielle, sur de la nutrition artificielle, sur de l'hydratation artificielle, des choses comme ça. Et puis, il y a une autre partie, modèle B, où on est sujet sain, mais à l'occasion d'un accident grave, par exemple, on se retrouve dans une situation de coma, potentiellement d'un pronostic neurologique très engagé, et là, on veut dire des choses. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de témoigner en tant que professionnel qui doit tenir compte des directives anticipées, c'est que il faut dire aux gens qui ne sont pas de la partie médicale de se détendre avec les techniques. On ne leur demande pas de nous dire s'ils veulent être intubés, ventilés, hydratés, avoir une antibiothérapie. Ce qu'on leur demande finalement, c'est de nous dire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à vivre, qu'est-ce qu'ils redoutent pour leur fin de vie, dans quelle situation ils ne voudraient pas se retrouver. Et après, nous, on est professionnels, c'est-à-dire qu'on sait que tel ou tel traitement risque de les mettre dans cette situation-là. Et là, ça nous amène à limiter les traitements qu'on peut mettre en œuvre ou pas, qu'on peut proposer ou pas. Donc, j'ai envie de leur dire, vous ne connaissez pas. Et puis parce que, alors, cette loi, elle a été conçue pour éviter ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. C'est ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. D'accord ? En tant que professionnel, en tant que médecin, on n'a pas le droit de faire d'obstination déraisonnable. C'est interdit. Voilà. Maintenant, qui pose les limites de l'obstination déraisonnable ? C'est aussi en grande partie le patient. C'est-à-dire que c'est lui qui sait quelle est la situation dans laquelle il accepte d'être soutenu par les techniques médicales ou pas. Voilà. Donc, un respirateur artificiel peut être pour un patient de l'acharnement thérapeutique, puis pour un autre, pas. Mais tout aussi bien qu'un antibiotique. C'est-à-dire qu'un antibiotique ça a l'air tout banal, un antibiotique, mais finalement, ça peut être aussi considéré comme de l'obstination déraisonnable dans une situation particulière, chez un patient particulier. C'est pour ça que je dis aux gens, n'écrivez pas, si vous voulez, telle ou telle technique, tel ou tel traitement, parce que vous n'aurez pas tous les éléments pour pouvoir le faire. Ce que je vous invite à faire, c'est parler. Alors, ce d'autant si vous êtes atteint d'une maladie grave, échanger avec vos médecins sur la très bonne compréhension de votre maladie, de ce qui peut se passer, des traitements qui vont être mis en œuvre, des risques qu'il y a à les faire, à ne pas les faire. Construisez au fil du temps vos directives anticipées. Posez vos limites au fil du temps. Elles vont évoluer. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit un jour et puis qu'on ne retouche jamais. Enfin, je vais laisser la parole à Christophe parce que sans doute il va le reprendre avec ses mots. Et avant de te donner la parole, Christophe, effectivement, Elisabeth aborde une question qui a été posée. Hein. Comment établir la limite justement entre raisonnable et déraisonnable quand on établit ces directives anticipées ? Oui. Bah, vas-y, Christophe. Bon, voilà. D'abord, je me dis qu'Elisabeth aura pu faire le webinaire quasi toute seule. Non. Et ça aurait été très bien. Mais c'est très bien qu'on se réponde un petit peu comme ça, parce que moi, je vais donner juste une petite illustration. En effet, je me souviens avoir été appelé il y a quelque temps par un confrère généraliste qui nous avait qui nous avait fait la demande suivante. Donc, moi, je travaille dans une équipe mobile de soins palliatifs. Et ce confrère était un peu embarrassé parce que de fait, il y avait un de ses patients qui lui avait demandé « mais moi, je veux rédiger mes directives anticipées ». Il avait bien compris ce que c'était, enfin, je crois, en tout cas, il a compris le principe. Et puis, ce confrère avait été un peu embarrassé, il ne savait pas très bien, donc il nous avait demandé conseil pour venir un petit peu l'aider. Donc, on s'était rendu au domicile de ce patient. Et puis derrière, ça remonte à quelques mois, il y en a eu d'autres un petit peu qui se sont comportés un peu comme ça. Alors, on a discuté, on a essayé déjà d'engager un peu, bien sûr, son histoire, les raisons de sa démarche. Et puis, on s'est mis à un moment donné, écoutez, vous voulez écrire quelque chose ? Oui.
Et puis là, c'était un peu la page blanche. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup discuté et on avait bien recueilli que ce patient, il ne voulait surtout pas de quoi? D'acharnement thérapeutique. C'est au fond quand même une assez fréquente proportion de patients ou de familles qui, au fond, s'expriment avec des mots qui ne sont pas du tout évidents. Et je crois que le législateur, il a pris soin, au fond, surtout de ne rien dire de ce que doit être le contenu de ces directives anticipées. Et comme tu l'as très bien expliqué, Elisabeth, c'est au fond, il n'y a pas d'obligation. Comme tu dis, il faut se détendre. Et il faut se détendre, mais autour d'un dialogue qui me semble largement prioritaire et préalable, je dirais, à la rédaction d'un document. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre bien. Et ce dialogue, il doit recueillir, au fond, vraiment, du côté de nous les professionnels, il doit recueillir ce que les patients expriment, souhaitent et surtout redoutent. C'est aussi un peu le terme qui est très important ici, parce qu'au fond, on voit bien que tout ça, c'est quand même dans l'idée de ne pas en faire de trop, pour éviter que la médecine, on a des moyens pour soigner, pour sauver tellement puissants que, de fait, là, au fond, ces outils-là de personnes de confiance, mais là, de directives anticipées, sont là justement pour éviter d'aller trop loin. Et aller trop loin, c'est effectivement le malade qui va le signifier, qui va formuler. Sa formulation, au fond, elle peut être un peu très précise, mais elle peut être aussi très vague. Ce n'est pas très important, mais c'est sûr que plus elle sera précise, plus elle sera utilisable, plus elle sera pertinente et explicite pour les médecins qui en auront à un moment donné l'usage. Voilà. Je compléterai un peu comme ça. Ouais. Et puis, tu as raison de redire il faut se détendre. C'est que les directives anticipées, ça ne nous sert quand même pas tous les jours. Ah non. On rappelle que ça ne sert que si on n'a plus la parole du malade. Donc, c'est finalement assez rare dans les faits. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher la parole du patient le plus longtemps possible. Voilà. Et je pense que si durant… certains sont inquiets en disant « vous avez bien compris », je crois que si on a… Le médecin peut même rédiger, en tout cas dans ses courriers, ce qu'il a compris avec le patient, voire même partager le courrier ensemble en disant « est-ce que j'ai bien compris ce que vous souhaitiez ou ce que vous ne souhaitiez pas ?» Ce qui peut un peu décharger, mais au moins un courrier qui reste dans le dossier informatique à l'hôpital et qui suit les différents professionnels peut aussi aider. Voilà, il faut éviter de se mettre dans une boîte et une pression incroyable sur « mais finalement, est-ce que j'ai mis ce qu'il fallait ?» quoi. Est-ce qu'on a répondu suffisamment? Ouais. Justement, qui les rédige? Avec qui peut-on les rédiger, ces directives anticipées? Avec un infirmier libéral, son médecin généraliste, le pharmacien? Et puis, qui peut les modifier? Voilà. Vas-y, Christophe. Donc, tu l'as déjà un petit peu répondu. D'ailleurs, voilà. Donc, c'est le patient qui rédige. Ça, c'est la règle de base. Comme il est un peu en difficulté, ce patient, pour retrouver les bons mots, et bien, en effet, il va se faire aider. Et là aussi, la loi ne dit pas du tout de quelle façon. Si, elle dit quand même que c'est quand même le médecin généraliste, le médecin traitant, le médecin de famille, qui est sans doute le premier placé pour l'aider et l'inciter même d'ailleurs. Dans la loi, c'est même les médecins de famille sont invités à aider, les patients pour les rédiger s'ils le souhaitent. Donc, mais voilà, après, tout un chacun, ça peut être un infirmier libéral en qui il y a une bonne relation, avec qui il y a une bonne relation, un proche en qui il a confiance. Le principal est encore une fois de trouver la formulation qui sera le plus proche des souhaits de ce malade ou de cette personne, de manière à ce que ce soit utile à terme. Et voilà. Et donc, cette formulation, c'est quand même toujours le patient qui doit le faire. On ne peut pas rédiger des directives par quelqu'un d'autre, sauf, la loi le précise aussi, si effectivement on a les capacités mentales, cognitives pour souhaiter le faire et qu'on a des pertes motrices pour des raisons de difficultés motrices, être dans l'incapacité de le faire. La loi a admis ce cas de figure et à ce moment-là, peut le faire rédiger et le fait signer par 2 témoins. C'est ce cadre-là que la loi a défini, de faire signer par 2 témoins si la rédaction est faite par un tiers et non pas par le malade lui-même. Et cette rédaction, elle a lieu sur un papier peut-être qu'on y reviendra, un papier ou un document
qui n'a rien de super officiel, hein, même s'il y a eu des modèles, en effet. Ça peut être tout à fait un papier libre dans lequel on écrit, voilà, moi, je ne veux pas telle ou telle chose. Alors après, qui les rédige? La question, c'est quand les rédiger? Quel est le moment finalement pour les rédiger? On nous a dit, je peux dire aujourd'hui ce que je voudrais, mais est-ce que ce sera toujours en phase avec ce que je vivrais? Comment changer d'avis? Comment les modifier? Quel est le moment finalement quel est le moment idéal du recueil des directives anticipées? Aujourd'hui, c'est trop tôt, demain, c'est trop tard. La question du bon timing. Ouais. Et lorsque l'on va bien, comment savoir ce que l'on veut pour plus tard? Je vous écoute tous les deux. Moi, je dirais que le bon moment, c'est le moment où le patient l'estime nécessaire. L'esprit de la loi, comme le disait Christophe, c'est d'offrir la liberté d'une réflexion, finalement, autour de ce qui peut se passer demain. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on va penser demain que toutes les catastrophes vont se passer demain. Voilà. Y penser ne fait pas venir le malheur ou la gravité de la situation. Quand on dit avec qui et quand on les rédige, j'ai tendance à me dire quand même que l'aide d'un professionnel n'est pas inutile parce que finalement, vous pensez la suite de votre maladie quand vous en savez les plus grosses choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, à quoi je peux être confrontée, quel va être l'intérêt d'un traitement, quels sont les risques d'un traitement. Ça, les proches peuvent être vite en difficulté pour aider à réfléchir. Donc, en cela, le professionnel, il peut aider. Mais ces directives, rédiger en tout cas ces directives anticipées, c'est aussi l'occasion de partager ces réflexions avec ses proches. Quand on accompagne des patients qui veulent rédiger avec nous des directives anticipées, je leur dis toujours, vous avez fait un bout du chemin, c'est-à-dire que vous avez vraiment réfléchi à votre situation, à ce que vous voudriez, à ce que vous ne voudriez pas. Partagez ça avec vos proches pour qu'eux aussi puissent comprendre pourquoi vous faites tel ou tel choix, entendre ce que vous dites pour vous aujourd'hui et pour demain. Alors, c'est ce que je disais en préambule, ce n'est pas parce qu'on rédige quelque chose que c'est gravé dans le marbre et ça n'évolue plus. Donc, celui qui rédige, c'est le patient. Celui qui modifie, c'est le patient, toujours, d'accord? Mais il peut modifier les choses aussi souvent qu'il le souhaite. Il ne faudra juste pas oublier de jeter les vieilles directives et réajuster les nouvelles et donc redonner à ceux à qui veulent porter tout cela. Voilà, donc comment ça, qu'est-ce que tu disais aujourd'hui c'est trop tôt, demain c'est trop tard. Le bon timing, oui, je pense quand on estime qu'on en a besoin et qu'on a réfléchi suffisamment à la question, je crois. Hein. Mais la question du bon timing, elle s'est posée spécifiquement aussi en EHPAD. C'est à quel moment aborder ce sujet en EHPAD? À l'admission, lors d'un entretien spécifique, qui s'en charge? Le psychologue, le médecin? C'est revenu très souvent, cette question spécifique sur l'EHPAD. Et c'est une question très importante et très fréquente, auquel les professionnels en EHPAD sont confrontés. En effet, parce que la loi, elle n'a rien imposé en fin de compte. C'est encore une fois, c'est un document qui est laissé au libre cours, au libre choix des patients de le rédiger ou pas. La seule obligation que la loi a prévue, c'est de demander au patient, quand il arrive dans un hôpital, si ces directives sont rédigées ou non. Voilà, ça c'est la seule obligation et que les hôpitaux ont, mais en aucun cas il y a un caractère obligatoire de les rédiger, il faut le rappeler aussi, c'est vraiment une liberté. Alors pour ce qui est de l'EHPAD, là aussi, ce n'est pas inscrit dans la loi. On voit un peu d'évidence que c'est fort utile et fort intéressant de s'interroger, puisque les gens arrivent à un certain âge en EHPAD, de s'interroger ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur corps, et de quelle façon ils abordent un moment de leur vie qui est souvent d'ailleurs un peu difficile. Les entrées en EHPAD, on sait que ce n'est pas toujours bien choisi. Et c'est donc fort utile du côté des professionnels de recueillir, au fond, ces directives. S'il n'y a rien d'obligatoire, moi j'ai l'habitude de dire à tous les gens que je rencontre, ils sont fréquents dans la vie d'un soignant en équipe mobile, en tout cas dans les EHPAD, c'est d'engager quelque chose qui sera peut-être à terme un document qui sera rédigé. Mais il n'y a pas lieu de se mettre bille en tête. La nécessité, on l'a vu, je ne sais pas sur la Franche-Comté, mais voilà, on voit beaucoup de professionnels qui, dès l'admission de l'EHPAD, se chargent impérativement de vouloir faire rédiger des directives. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Je pense que quand on est d'ailleurs dans une situation un peu difficile d'entrer en EHPAD, je pense qu'il faut
prendre les choses de manière un peu naturelle, mais certainement en tout cas aller recueillir les choix, les avis des personnes, dès que c'est possible, dès que les malades expriment quelque chose, le tracer quelque part et puis en faire une synthèse à un moment donné ou l'autre, dans laquelle on pourra formaliser assez nettement ce qu'un résident aura dit, formulé auprès de tel ou tel, au bout des quelques jours, quelques semaines, quelques mois après leur entrée en EHPAD. Voilà, moi, je dirais un peu les choses comme ça. C'est des choses qui doivent être un petit peu conçues comme un recueil qui peut se faire comme ça au fil du temps, voilà, et qui peut être colligé, encore une fois, dans un document qui servira, qui aura de la valeur, parce que ce sera représentatif des intentions d'un malade. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Christophe. C'est un sujet qui, si la question se pose, c'est parce que c'est quelque chose qui fait peur, en fait. C'est comment on parle de la fin de vie, comment on ose parler de la maladie, comment on parle de la mort, en fait. Et je pense que quand tu dis il faut colliger les choses, il faut savoir saisir les perches. Il y en a toujours, en fait. À plusieurs moments et il faut savoir les entendre. Alors, est-ce que ce sera dans l'oreille de la psychologue, tu nommais, du médecin, du directeur d'établissement? J'ai vu ça aussi, il y a certains EHPAD, c'est les directeurs d'établissement qui colligent ça. C'est la personne avec qui le patient ou le résident entend qu'on l'écoute, je pense, et où on arrive à saisir cette perche. Je pense que, mais ça c'est valable dans toute la vie, je pense qu'il faut savoir entendre, même dans nos vies quotidiennes, parce que voilà, moi je l'avoue, je ne les ai pas rédigées mes directives anticipées, et en même temps j'en ai parlé souvent, il y a plein de gens autour de moi qui savent ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et je suis très attentive à ça, c'est-à-dire dans des discussions qu'on peut avoir comme ça, dans le quotidien, sur le handicap, sur savoir saisir ces moments-là pour pouvoir faire parler nos proches aussi sur « mais toi, ça t'arriverait, qu'est-ce que tu souhaiterais ?» pour pouvoir, à défaut de directive anticipée, ce n'est pas grave si ce n'est pas écrit dans les papiers, mais au moins y avoir réfléchi, y avoir pensé, l'avoir parlé. Je crois que c'est ça que le législateur a voulu faire en écrivant cette loi. Voilà, voilà, c'est tout. Je pourrais parler encore, mais... Non, mais très bien, mais il faut effectivement qu'on avance. Plein de questions, je pense que c'est important d'y répondre. Passons à la thématique de leur application. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été de l'ordre de où déposer les directives anticipées, où les conserver, à qui les confier pour qu'elles soient respectées, comment être certain que les établissements de santé en auront connaissance, est-ce qu'elles vont être renseignées dans le DMP, le dossier médical personnalisé, ou sur une autre base de données afin d'être consultables? Est-ce qu'il va vraiment se créer un registre national des directives anticipées? Et quid des situations d'urgence, si pas de proches pour dire, si pas de directives anticipées dans le portefeuille? Et puis, quelle valeur légale auront-elles? Voilà, il y a tout ça sur leur application. Alors, question très longue, réponse très courte. Parfait. On va essayer puisque le temps passe. Eh bien, en fait, ces directives, elles peuvent être rangées, localisées n'importe où, pourvu, avec une seule condition, pourvu qu'elles soient accessibles et connues. C'est tout. C'est-à-dire qu'au fond, l'intérêt de devoir rédiger, ce n'est pas de les avoir mis au fond du tiroir ou de la commode ou je ne sais pas d'où. Surtout si personne ne le sait à part le malade. Donc, l'important, c'est qu'elles soient connues et voilà, et que ce soit transmis à n'importe qui des proches et à son médecin traitant, peut-être en premier lieu aussi, parmi les professionnels, mais de manière à ce que ce document soit accessible. Au fond, ce qu'il faut, c'est quand même que ce document il puisse être porté à la connaissance du ou des médecins qui en auront utilité et qui en feront quelque chose. Donc, de toutes les manières que ce soit, que ce médecin puisse les avoir. Je dirais ça. Oui, il n'y a pas de registre, effectivement, pour l'instant, ça n'existe pas. On disait tout à l'heure, l'espace santé de la CP, de l'assurance maladie est un endroit où on peut déposer des choses, mais je disais que moi, en tant que médecin hospitalier, je n'ai accès pas du tout à ces documents-là, donc s'il est là-dessus, je ne le trouverai pas. Donc, personne de confiance, proche, ils ne sont d'ailleurs pas obligés d'avoir le contenu, hein, mais au moins qu'ils aient l'info de où on peut les trouver
et comment les faire passer au médecin qui prend soin de votre proche. Tu parlais des situations d'urgence, je le rappelle, ça peut faire partie des situations d'exclusion des directives anticipées. Bien sûr que si on en a connaissance et que c'est déjà bien préétabli, pas de problème pour les avoir. Mais si on n'a pas un proche qui nous le dit, effectivement, on doit passer outre ça, sauf si, par exemple, c'est à l'hôpital et nous, dans notre dossier informatisé à l'hôpital, on a quelque chose qui nous permet de poser les directives anticipées et d'être visible par l'ensemble de la communauté médicale, donc ce qui permet d'y avoir accès assez rapidement. Voilà, il y avait un autre truc qui me venait en tête et je viens de l'oublier. Mais en même temps, c'est pas grave parce que ça me fait de bonnes transitions avec la thématique suivante. Il y a eu pas mal de questions à propos des limites. Les limites de ces directives anticipées, quelles sont-elles? Et dans quelles situations elles ne sont pas prises en compte? Si les familles refusent, que faire? Et qui décide que des directives anticipées sont inappropriées et donc à ignorer? Tu veux répondre? Les premières limites, moi je dirais, puis tu compléteras Elisabeth, les premières limites, je dirais que elles sont en lien avec le fait que c'est une expression qui est au fond indicative, qui est un souhait. C'est pas, malgré leurs termes de directive, elles ne sont pas opposables dans toutes les situations, tu viens de le dire. Et donc, il s'agit bien de donner des éléments qui vont aider le médecin à faire un choix thérapeutique. Si ces choix engagent quelque chose d'assez lourd en termes de réanimation ou de soins qui seraient trop lourds, c'est le médecin qui va déterminer si ces soins ils sont appropriés ou pas en fonction de peut-être des choix qu'aura exprimé le malade. Donc, c'est indicatif. Et au fond, le deuxième niveau de limite, c'est que on n'a pas, personne n'aura, moi-même non plus, capacité à anticiper toute situation. Il s'agit bien de donner une indication de ce qu'on aimerait ne pas subir. Voilà. Mais on ne va pas décliner toute situation clinique, matérielle, physique dans lesquelles on pourrait se retrouver. C'est absolument, non seulement c'est pas possible, mais c'est mentalement, psychologiquement quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc, à la fois, ces directives peuvent être assez précises, de ne pas vouloir, par exemple, être réanimé, ne pas vouloir subir des investigations, des traitements trop lourds, être opéré de manière excessive, ou subir des effets d'un traitement tel qu'on n'aurait plus de capacité derrière à vivre des relations un peu normales. Bref, ces indications-là, elles peuvent être formulées de cette façon-là. Mais ça signifie encore une fois le souhait de ne pas aller trop loin. Et ça, dès qu'on décrit un petit peu plus précisément les choses, ça va être très utile, très aidant pour les décisions médicales à prendre. Alors, pour compléter ce que tu dis, Christophe, la deuxième partie de la question, c'est le médecin qui décide de passer outre les directives anticipées, mais il faut savoir qu'il ne décide pas seul. C'est-à-dire que s'il doit passer outre les directives anticipées, il y a ce qu'on appelle une procédure collégiale qui va se mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on va être plusieurs autour des données scientifiques, des informations qu'on a du patient, de sa situation, et c'est réfléchi à plusieurs. Donc, ce n'est pas un seul médecin qui décide de passer outre ces directives anticipées. Voilà, c'est pour compléter. Et puis moi, je voudrais juste, parce qu'il y a un exemple qui a été donné dans le fil questions-réponses, d'un exemple, d'une situation où on peut respecter les directives anticipées en situation d'urgence. Donc, préciser peut-être que ce n'est pas dans toutes les situations d'urgence qu'elles sont alors, je pensais l'exception à leur respect. Peut-être que je n'ai pas été claire tout à l'heure, parce qu'effectivement, si on ne les a pas en situation d'urgence, on ne peut pas en faire grand-chose. Par contre, c'était ça que j'ai dit, je voulais dire quelque chose et je l'ai oublié. Merci Sandra. C'est qu'en fait, il y a à la fois l'histoire des directives anticipées et quand on a des patients comme ça qui affirment ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas, sachez que sur l'hôpital, en tout cas, on a aussi des moyens de faire ressortir, on appelle ça la démarche pour des patients remarquables, c'est-à-dire qu'on veut alerter l'ensemble des professionnels d'un centre hospitalier, notamment la régulation des urgences, pour pouvoir dire attention, ce patient, il a dit des choses pour lui, il a rédigé des choses et même en contexte d'urgence, tenez compte de ce qu'il a dit. Bon, voilà ce que vous ne ferez pas. Donc oui, ça peut bien sûr être anticipé. Oui, pardon. Merci Sandra.
Merci. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Je pense que c'est important qu'on passe. Il y a eu des questions relatives à des situations un peu particulières. En tout cas, de manière générale, on nous a dit ces directives anticipées. Qu'en est-il avec des personnes qui ont des troubles cognitifs? Qu'en est-il pour les résidents en situation de polyhandicap en masse? Maisons d'accueil spécialisées. Comment connaître et appliquer les directives anticipées dans le cas aussi des maladies neuroévolutives? Et puis j'en aurai une dernière, mais je vous poserai après, toujours pareil pour les personnes sous mesure de protection. Mais peut-être commencer avec troubles cognitifs, polyhandicap, MNE. Alors moi, je peux commencer à dire, effectivement, là aussi, un peu dans l'idée de ce qu'on a évoqué auparavant, il est important de bien comprendre que c'est donc bien la parole d'une personne malade qui est recherchée. C'était des vraies questions, ça, je me souviens avoir débattu de ça avec des confrères, amis gériatres, qui très vite m'ont bien fait comprendre, c'était au tout début qu'on commençait un petit peu à parler de cet aspect-là, m'ont bien fait comprendre qu'une personne qui a des troubles cognitifs, même quand ces troubles sont parfois relativement avancés, peut être tout à fait en capacité de rédiger des directives anticipées. Il faut surtout retirer cette idée-là, si elle traîne encore un peu chez tel ou tel, l'idée que les personnes, dès qu'elles sont un petit peu démentes ou qu'elles présentent des troubles confusionnels ou qu'elles perdent la mémoire, ah ben non, on ne peut plus leur demander de rédiger des directives anticipées. C'est faux, et je crois que c'est vraiment essentiel d'accompagner, a fortiori, ces personnes-là pour essayer d'aller recueillir, si c'est plus difficile pour elles de mettre en mots quelque chose, mais d'entendre de manière très authentique ce qu'elles expriment, de ce qui serait peut-être trop dur et qu'elles ne souhaitent plus. Nous, on voit en situation palliative d'innombrables personnes qui expriment un peu leur lassitude et leur souffrance morale de subir des examens trop lourds, trop longs. Je ne veux plus bénéficier de chimiothérapie, de traitements qui me fatiguent, je ne veux plus aller à l'hôpital. Enfin, des demandes comme ça qui ont du sens. Et là aussi, qu'il faut aller un petit peu décoder, bien évidemment. Il ne s'agit pas de recopier mot à mot forcément sur une formulation unique. Il faut aller comprendre un peu ce qu'il y a derrière, mais l'expression de la souffrance de quelqu'un, il faut vraiment l'entendre. Et encore une fois, cette souffrance, elle peut être entendue même si les personnes perdent leur capacité cognitive, notamment. Donc, idem pour les personnes handicapées qui peuvent avoir des polyhandicaps. Enfin, je pense qu'Elisabeth, tu vas comme moi dans des structures de ce type, hein, des masses ou des foyers d'accueil où on est sollicité pour des problématiques palliatives aussi chez des gens qui ont des fortes diminutions de leur capacité cognitive, donc, ou psychique, et qui savent exprimer par leurs émotions beaucoup de choses. Et ça, il faut aussi en faire le recueil. Et il ne faut pas du tout évacuer cette question des directives anticipées sous prétexte que les personnes sont voilà, dans ce genre de structure ou atteintes de troubles, de maladies qui pourraient faire penser qu'ils ne sont plus en capacité de le faire. Non, je crois qu'il faut aller assez loin là-dedans pour faire ce recueil. Alors, en ce qui concerne les maladies neuroévolutives, peut-être ce qui est important quand même, c'est de dire qu'il faut savoir en parler assez tôt quand même, oui. Parce que notamment chez le sujet jeune, hein, parce qu'il y a quand même parfois des formes qui évoluent vite et qui très vite coupent la parole. Cependant, accompagner un sujet jeune autour des maladies neuroévolutives, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour les professionnels qui les accompagnent. Et peut-être, je ne crois pas que tu me contrediras, Christophe, c'est que quand on est en difficulté avec ces patients-là, faites appel à nous, professionnels de soins palliatifs. On peut aider, guider, solliciter, savoir entendre. Enfin, en tout cas, on peut peut-être un peu aider pour pouvoir trouver le bon moment, en tout cas, ou oser en parler. Voilà, peut-être. Tout à fait. J'entends. À propos des personnes sous mesure de protection. Donc, on nous a demandé qu'en est-il? Les organismes tutélaires sont-ils tenus de rechercher ces directives? Les directives anticipées concernent-elles uniquement des notions d'ordre médical? Par exemple, une demande d'organisation de la cérémonie suite au décès, de la possibilité de diffuser une musique particulière, etc. En font-elles partie?
Alors, en ce qui concerne les mesures de protection, oui, c'est possible de rédiger des directives anticipées quand on a une mesure de protection. Alors, déjà, on balaye le fait que si les directives anticipées ont été établies avant la mesure de protection, elles perdurent. Et ensuite, ça dépend du type de mesure de protection. Quand on est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle et qu'on désire rédiger des directives anticipées, on peut le faire, comme si on n'avait pas de mesure de protection. C'est un tout petit peu différent pour la tutelle, puisqu'on doit demander l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il existe. Voilà. Ensuite, tu as posé la question de qu'est-ce qu'on y met dedans. Alors, normalement, si on a à peu près été audible depuis le début de ce webinaire, vous avez compris que c'est avant tout des éléments autour de ce qu'on souhaite en termes d'actes médicaux ou d'actions médicales. Il n'empêche que rien ne vous oblige de vous limiter à ça. Mais sachez que le médecin, il n'en prendra pas compte, lui. Lui, il va venir chercher ce qui le concerne en tant qu'action médicale. Alors, je sais, ce n'est pas un testament, en fait, hein, les directives anticipées. Donc, ce n'est pas le lieu où on prépare ses obsèques a priori. Ce n'est pas le lieu où on note qui on donne à qui. Voilà. Après, voilà, c'est noté, mais ça n'a pas de valeur testamentaire à proprement parler. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christophe. Non, c'est vraiment ça, oui. Ouais. Très bien. Moi, j'ai fait le tour des questions, en tout cas, qui avaient été posées. Vous avez parfaitement respecté le timing. Bravo. Ouais. Globalement, voilà. Enfin, de toute façon, il y a peut-être encore d'autres questions qui se posent, mais en tout cas, celles qui nous ont été posées au moment de l'inscription, on y a répondu, je pense, en intégralité. Sandra, a priori, les questions dans le QR, dans l'espace questions-réponses, ont été traitées. Oui, je te confirme. Ok. Traité au fur et à mesure où je les ai rajoutés dans notre document, quoi. Donc, oui. D'accord. En tout cas, sachez peut-être que effectivement, les questions que vous n'aurez pas eu le temps de poser ce soir ou vous n'avez pas pensé à les poser, on a à l'espace éthique, on a mis en place cette page dédiée, mais vous allez le voir, ça va s'afficher à l'écran. Sandra Fra, je vais vous montrer. Donc, comme je vous disais en introduction, on a créé en fait une page spécifique pour la fin de vie. Vous avez des ressources, il y a les dates des webinaires, des débats en région qui vont commencer aussi en présentiel au premier trimestre. Il y a différents jeux, quiz qui ont été faits par les collègues de l'espace éthique. Et vous avez dedans effectivement un onglet Q&R sur cette page dédiée. Et n'hésitez pas à les poser toutes les questions, alors que ce soit sur les directives anticipées ou autres d'ailleurs, mais toutes questions que vous vous posez sur la fin de vie, vous pouvez effectivement aller sur le site de l'espace éthique et le faire. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce que vous souhaitez conclure sur ce sujet des directives anticipées ce soir? Peut-être en reprécisant que le webinaire sera disponible en replay, que nos collègues, le docteur Battier et le docteur Deveau, avaient fait un diaporama pour fixer les choses par écrit et que ce diaporama sera adossé au replay sur notre site internet pour qu'il puisse être consulté en dehors de cet événement de ce soir, et qui a le mérite de rappeler ce que sont ces directives anticipées, ce que ce n'est pas, qui les rédige, où, comment, pourquoi, donc tout ce qu'on a abordé ce soir. Il y a aussi, peut-être, je te laisse présenter ce forum, Aurélie. Ouais, mais alors, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, et là, vous avez la bonne adresse, effectivement, cet espace qu'on a mis en place sur le site de l'espace éthique où vous pouvez poser vos questions. Vous verrez, on a déjà commencé à répondre sur cet espace à certaines d'entre elles qui nous avaient été envoyées
même après le premier webinaire en fin de vie. Donc, on va essayer dans les semaines à venir, voilà, de répondre au fur et à mesure aux questions que vous posez. Et pour dernière information, le 16 janvier prochain, on aura un 3e webinaire qui, lui, portera sur les décisions de limitation et d'arrêt de traitement en fin de vie. Donc, ce sera le 16 janvier, pareil, de 18h à 19h, hein, sur des formats courts d'une heure. Et on aura 3 médecins réanimateurs qui seront là pour, pareil, répondre à vos questions que vous pourrez nous envoyer aussi au moment de l'inscription et puis en direct. Voilà. Eh ben, merci en tout cas à Elisabeth et à Christophe. Un grand merci, hein, pour vos réponses, votre éclairage. Je pense que ça a été très clair. On est resté très pratique ce soir, mais je pense que c'était important et on l'a vu, hein, au regard des questions qui nous ont été posées. Donc, merci beaucoup. Merci à tous nos participants et puis bonne soirée. Merci pour l'intervention avec les internautes. L'interaction constante. Il y a eu beaucoup de questions ce soir. Bon, Oui, j'ai vu passer. Ouais. Le fil. En espérant qu'on ait pu répondre suffisamment. Oui, bah, je pense que vu les questions, vous avez répondu. Oui. Bon. Mais au-delà du côté pratique, juste en petite synthèse, là, effectivement, j'espère qu'on a pu faire passer aussi un peu cette idée qu'il faut bien comprendre comme on l'appelle habituellement, l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui a été recherché pour que ce document-là puisse être proposé aux patients. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, parce qu'au fond, on est bien souvent confronté, lorsqu'on est comme ça en situation de fin de vie, du côté des professionnels, à toutes les difficultés du bon choix, voilà, de ne pas faire de trop, de respecter le rythme. Et on sait que les patients sont eux-mêmes en difficulté pour formuler, parce qu'il y a plein de mécanismes en jeu, d'ambivalence, de vouloir encore bénéficier de traitements, puis en fait aussi de redouter certains autres. Bon, du coup, c'est à cause de cela que, de manière le plus précocement possible, on l'a dit, eh bien, il faut faire ce recueil et aller comprendre, voilà, et le tracer, l'exprimer, le partager dans une équipe. Ça me semble vraiment essentiel avant même d'envisager une rédaction qui peut aboutir, qui aura son utilité, bien sûr, mais faire ce travail d'évaluation et de recueil, c'est vraiment ça que le législateur a voulu introduire au travers de ces directives. Voilà, ça c'est ma synthèse. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Sandra, je t'intègre aussi, hein, pour les réponses aux internautes. Merci, bonne soirée et puis à bientôt.